bien obligé de parler un peu de ces deux dates comme de dates événementielles, en tout cas un peu spéciales. Et est-ce que la transition dont on me demande de parler aujourd'hui, c'était la transition qui a commencé dès le 14 janvier 2011, parce que là aussi, c'est vrai que ce mot-là, on ne l'entendait pas beaucoup en Tunisie. On a commencé à le dire à partir de janvier. C'est un terme qui est consacré, et quand on va regarder à droite et à gauche, on voit bien qu'il est consacré par les médias, mais qu'il vient de politistes ou de politologues qui ont travaillé sur des transitions démocratiques, comme on dit en Europe de l'Est, ou en Amérique latine, ou en Espagne. Et la Tunisie, il a été complètement happé par les Tunisiens. Les Tunisiens, c'est des grands consommateurs de tout. Ils sont très in pour tout. Il y a une très grande capacité de captation des concepts, des méthodes, des idées, voilà. Et donc, voilà, ça n'a pas raté. On a capté tout ce qui se dit, d'autant que il y a eu alors là des déferlements d'observateurs, d'ONG. Tout le monde est venu nous observer pour voir un peu ce que c'est que cette Tunisie. C'est bien, c'était un tourisme quand même qui a un peu pallié à l'autre tourisme massif. Mais là aussi, c'est un mot, en tout cas la transition, qui a été imposée un peu peut-être par des gens complètement extérieurs. Et j'ai pas l'impression, si transition est là, qu'elle est terminée. Hein. Je n'ai pas l'impression. C'est pour ça que quand Frédéric m'a demandé un titre, je ne savais pas trop quoi dire. J'ai dit la transition en marche, parce que je ne sais pas où, et d'ailleurs je ne sais même pas où devrait aller. Si elle a commencé le 17 décembre, 14 janvier, où elle va s'arrêter, je n'en sais rien. Et l'autre événement de ces 4 ans, qui me semble aussi important, qui a été salué un peu partout dans le monde, encore une fois comme une première, c'est la constitution du 27 janvier 2014, elle qui a été connue 4 moutures. Les 4 moutures que l'on a vues, je ne vous parle pas de toutes les autres qui ont pu... donc 4 moutures discutées à l'Assemblée nationale constituante pendant plus de 2 ans. La dernière a été faite quand même sous la pression de ce qu'on appelle la rue, parce que ça a été fait entre le deuxième assassinat politique, celui de Mohamed Brahmi, et fin janvier, donc après un été extrêmement tendu en Tunisie, et donc cette dernière, la 4e mouture qui a fini par arriver sur la place est une mouture de 149 articles, extrêmement bavarde, avec des formulations très longues, souvent d'ailleurs pas très claires, et on commence à le voir dès maintenant, parce que je pense que ça a été une dernière mouture qui a été faite sous la pression politique, et donc des compromis très importants. Là aussi c'est un mot qu'adorent les politistes. Et voilà, nous avons une constitution qui a été saluée comme une fin de quelque chose. Et le fait est que ça nous a débarrassés de 2 gouvernements islamistes qui ne voulaient pas partir et qui ont émis la condition de ne partir que s'il y avait une constitution, puisqu'ils auraient leur nom accolé à cette constitution. Enfin, ils l'ont eu et ils sont partis, et nous avons eu un autre gouvernement provisoire. Ce qui fait que nous avons eu dans cette transition, jusqu'à dernièrement, jusqu'aux élections, 6 gouvernements provisoires. C'est énorme pour un pays qui a connu deux présidents de la République, 2 républiques, enfin deux phases de la République. On dit maintenant la première République tunisienne, ce serait celle de Bourguiba et de Ben Ali, et on serait, paraît-il, dans la 2e République depuis les élections. En tout cas, c'est le langage utilisé. Bon, je ne sais pas si on est 2e ou pas, on verra, mais vous voyez bien aussi le tropisme français dans tout ça. Donc voilà, est-ce qu'on est dans une 2e République? Est-ce qu'on est dans une 2e transition? En tout cas, on a 6 gouvernements provisoires et un gouvernement élu, en tout cas un gouvernement choisi et accrédité par le Parlement élu, depuis quand? Là, on est en février, depuis il n'y a même pas un mois. Très peu de temps. Voilà, donc nous sommes dans une 2e République. Est-ce qu'on est dans une 2e transition? Je n'en sais rien, je pose la question. Donc voilà, nous avons eu ces élections, dont vous avez dû aussi entendre parler. Et l'autre jour, j'entendais une chronique, et c'est vrai que le chroniqueur disait, on a imposé aux Tunisiens, ça aussi c'était une salade politicienne autour de la Constitution. Nous avons eu des élections législatives fin octobre,
Premier tour des présidentielles fin novembre, deuxième tour des présidentielles fin décembre. Et là aussi, il y a eu 3 millions et quelques de Tunisiens qui se sont déplacés à chaque fois, à peu près. Je n'ai pas les chiffres parce que j'espérais que Chérif nous parlerait de ça. Mais en tout cas, les Tunisiens se sont déplacés à chaque fois. Alors pas tous, évidemment, ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de gens dégoûtés des élections qui n'y croient pas. Mais en tout cas, on a fait vivre aux Tunisiens quand même 3 épreuves, trois fois de suite sur ces 3 mois. Ils se sont déplacés. Et moi, j'ai été assez étonnée par l'investissement des Tunisiens dans les observateurs, dans la jeunesse, etc. On dit que la jeunesse, elle est dégoûtée, mais moi j'ai vu quand même des tas de jeunes se travailler pour ces élections d'une manière extrêmement dévouée. Et je pense que la santé relative des élections tunisiennes viennent un peu de cet investissement des Tunisiens eux-mêmes. Dans cette affaire-là. Je l'ai vu dans mon entourage, et je l'ai vu autour de moi. J'entends des collègues qui me disent « Oh non, demain je ne peux pas, je suis observateur ». Je ne savais pas du tout qu'il était observateur, mais être observateur, ça demande un temps énorme, ça demande des formations, etc. Donc les gens ont donné d'eux-mêmes, de leur temps, à tous les niveaux de la société, des femmes et des hommes, de toutes les classes sociales, pour observer ces élections. Moi, j'ai fait que voter, je ne me suis pas du tout impliquée là-dedans, mais j'étais très étonnée aussi de cette implication assez naturelle de beaucoup de gens autour de moi qui voulaient à la fois que ces élections se passent, qui voulaient surveiller, parce qu'on avait peur aussi d'être un peu floués, et qui faisaient attention Et moi, je trouve que cette phase des élections, là aussi, peut-être qu'on peut mesurer ces choses-là, mais plus tard, quand il y aura des études de terrain, véritablement, de cette politisation progressive des Tunisiens. Les Tunisiens ont protesté, en tout cas en décembre-janvier 2011. Ils ont fait des élections les élections de 2011 ont été des élections passées un peu très vite, peut-être, et sur lesquelles les gens ne se sont pas énormément investis, mais pour les élections de 2014, il y a eu un investissement véritable et une sorte d'intéressement à faire. Et je pense que le fait que la télévision ait passé pendant 2 ans en direct les délibérations de l'Assemblée nationale constituante, qui rendaient les Tunisiens très bavards, enfin souvent assez désagréables avec les constituants, très critiques, etc. Mais tout ça a éduqué une sorte de politisation, de sens de l'intéressement à la vie politique et à la vie citoyenne. Et moi, je l'ai vu, en tout cas aux élections, véritablement en action. C'est vrai, il n'y a eu que 3,5 millions de Tunisiens qui se sont déplacés, alors qu'on est 11 millions d'habitants. Mais il y a, à mon avis, aussi des milliers de Tunisiens qui se sont impliqués dans les coulisses des élections pour des raisons complètement personnelles, individuelles, et pas du tout pour devenir quelqu'un, ni rien du tout, parce que ça les intéressait. Et je pense que de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose en Tunisie. Et donc, non seulement du temps, mais quelque chose de politique qui s'est passé en Tunisie et qui me semble aujourd'hui marquer un peu la société tunisienne et qui va, à mon avis, marquer l'avenir. Alors, donc, les 4 ans qui nous séparent de ces événements se sont écoulés, comme je vous l'ai dit, à un rythme très accéléré et dans des directions différentes et contradictoires. Et quel que soit le domaine vers lequel on tourne son regard, on ne peut que voir des choses contrastées. N'attendez pas de moi que je vous dise que c'est noir ou blanc ou ceci ou cela, parce que les avis divergent, même si vous lisez la presse, les journaux. D'ailleurs, qu'ils soient en arabe ou en français, il y a des légères différences, mais il y a déjà des différences entre eux. Et les actes eux-mêmes, tout le monde n'en parle pas de la même manière, mais aujourd'hui, en Tunisie, les gens disent « Ah oui, mais celui-là, il est d'où? Est-ce qu'il est islamiste? Est-ce qu'il est narzaoui? Est-ce qu'il est lidé? Pourquoi il dit ça et ça ?» Il y a une espèce de conscience que la vie politique est contrastée, que la manière dont on peut parler de la vie politique vient de vos positions, etc. Et moi, je trouve ça assez sain, cette conscience d'une certaine diversité, ou en tout cas que chacun essaye
soit sanctionné sur la manière dont il présente les choses, s'il a manqué d'objectivité, etc. Donc, il s'est passé des choses, mais il s'est passé, surtout, je vous parle beaucoup de la conscience des Tunisiens, parce que j'essaye un peu de capter un peu ce qui a pu changer dans la vie de tous les jours, dans les échanges. Mais si vous voyez la vie matérielle est assez... on pourrait même dire qu'il y a eu des régressions. On le voit matériellement, hein, on le voit. La circulation est horrible. Comment dire, le respect du code de la route est de plus en plus... les gens disent « Ah oui, maintenant on conduit comme en Égypte ». Voilà, on croit que, comme si les Tunisiens eux-mêmes n'étaient pas assez indisciplinés eux-mêmes. Bon, mais c'est vrai que la circulation est impossible, absolument impossible. Elle est d'autant plus impossible que les transports publics sont assez insécures à partir d'une certaine heure, où les gens les sentent insécures. Donc il y a plus de gens... comme il n'y a pas de contrôle, les gens prennent les vieilles voitures, ils ne passent pas les gens ne sont pas contrôlés parce que les policiers font moins bien leur travail, ils sont occupés ailleurs ou pas très contents. Les policiers en Tunisie, ils ne sont pas très sûrs d'eux non plus, ils sont moins sûrs d'eux qu'avant. Enfin, beaucoup de choses qui font que la circulation est absolument insupportable. Et donc, et la poubelle, par exemple, vous la voyez partout. Alors, tous les ministres qui arrivent, ils essayent de remédier à ça en disant, alors, il y en a une qui même s'est mise en t-shirt plusieurs fois pour aller nettoyer elle-même, faisant une campagne contre la saleté dans la plage de Sousse, etc. Bon, ça fait des effets pour les médias, mais voilà, les poubelles sont très souvent un peu à ciel ouvert. Le pays n'est pas très bien tenu. Il y a comme ça des problèmes matériels qui se voient. Il y a des problèmes économiques profonds. Le chômage des diplômés dont on parle n'a absolument... Alors, il y a des chiffres pour dire qu'on a trouvé du travail pour beaucoup de diplômés, mais il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, pendant ces 4 ans. Et j'ai entendu des enquêtes très sérieuses dernièrement sur le chômage des diplômés. En tout cas, la proportion continue à tourner autour de 30% et beaucoup plus de diplômés chômeuses femmes que de diplômés chômeurs hommes. Encore un effet aussi peut-être de cette dureté, mais peut-être, encore une fois, on ne sait pas où. Il y a plus de suicides, en tout cas on en parle plus. Et même des suicides d'enfants, je trouve ça terrible, parce que là aussi on se rend compte que c'est un pays où il y a quand même des poches de souffrance extrêmement grandes. Je ne sais pas, 153 suicides en 2014, moi je trouve ça énorme pour une population aussi petite. Enfin, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup de ces choses-là avant, parce que les médias n'en parlaient pas et que tout ça a été étouffé, mais quand même 153 suicides dans un pays comme... C'est assez terrible. Vous avez dû aussi entendre parler de ces chiffres, pas complètement vérifiés, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête très sérieuse, mais sur tous les djihadistes qui sont partis en Syrie. Je crois que la Tunisie a le plus fort contingent de 3000, paraît-il, Tunisiens seraient en Syrie, plus de garçons que de filles, mais beaucoup de filles aussi, beaucoup plus de filles de Tunisie que de partout ailleurs. Donc une cartographie aussi de ces départs en Syrie qui dit des choses quand même assez dramatiques sur le pays. Des quartiers qui continuent à être stigmatisés parce qu'ils sont, paraît-il, salafistes, parce qu'il y a des quartiers où les policiers ne rentrent plus, par exemple à El Tadam, etc. On le sait depuis 2011, ils sont autogérés par les taxis n'y rentrent pas si vous voulez y aller, etc. Donc là aussi, à la fois c'est une absence d'État, et en même temps, là aussi, une sorte de vie autonome dans laquelle il peut y avoir des pratiques mafieuses, mais aussi des pratiques de solidarité. Il doit y avoir de tout, mais on ne sait pas. Et quand les médias viennent faire des enquêtes, parce qu'ils essayent de faire des efforts et de ne plus parler que des sujets intéressants, quand ils vont là, ils font des enquêtes qui stigmatisent encore plus. Enfin, je pense qu'il y a un traitement médiatique aujourd'hui, sous prétexte qu'il faut parler de la misère ou de la pauvreté, etc., qui stigmatise encore plus ces endroits-là. Et je trouve que c'est un effet pervers aujourd'hui de cette espèce de conscience qu'il faut que l'on parle des problèmes, mais on ne sait pas aussi en parler d'une façon qui ne stigmatise pas les gens. Et moi,
c'est souvent été un peu choqué par quelques reportages que l'on fait. C'est très bien, en 2011, quand on a commencé à en voir, on trouvait que c'était ça faisait partie de la libération de la parole, ça faisait partie aussi de cette espèce de besoin d'aller voir ce qui se passe en Tunisie, mais il y a aussi quelque chose qui devient gênant à la fin, parce que c'est pas facile aussi de parler de la misère et de la pauvreté, et qu'on ne s'improvise pas reporter dans des quartiers ou sur la prostitution, ou sur la pauvreté, ou sur le commerce parallèle. Ce sont des sujets qui sont très difficiles à traiter. Et là aussi, bon, mais ça, c'est nos médias. Et encore une fois, ce sont les limites de nos compétences médiatiques. Donc, encore une fois, une situation économique toujours de difficulté. Par exemple, sur la compagnie Sfax Gafsa, on n'a pas d'études très sérieuses. Mais ce que l'on sait, c'est que la compagnie Sfax Gafsa, qui est une des poches de richesse, qui devrait être une des poches de richesse, qui est une des poches des problèmes de la Tunisie. Souvenez-vous de 2008, tout ce qui s'est passé dans le bassin minier pendant 6 mois, qui a été étouffé et qui a continué à faire des tas de drames. Donc, la compagnie Sfax Gafsa a divisé par 10 sa productivité, parce qu'à cause des grèves, à cause des blocages du chemin de fer, etc. Donc, même le phosphate, qui est une des richesses de la Tunisie, a beaucoup baissé. Un tourisme en déliquescence.